Bonjour et bienvenue dans l'égalité femmes-hommes, une ambition commune, une auto-formation en ligne proposée par l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Cette formation comprend 12 modules divisés en 3 parties et nous sommes aujourd'hui dans la partie 3, décliner l'approche genre sur des enjeux clés, et nous sommes dans le module 9, agir pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Je suis Claudie Vouet, experte en intégration transversale du genre dans les politiques publiques et en budgétisation sensible au genre. Pour ce module, nous avons 2 objectifs, définir les enjeux de genre dans les DSSR et partager des bonnes pratiques d'appui aux DSSR pour agir localement. Au programme aujourd'hui, donc, comprendre les droits sexuels et la santé reproductive, regarder les enjeux et les défis et examiner des bonnes pratiques. Nous terminerons avec une conclusion, ce qu'il faut retenir, et puis les témoignages. Commençons par les définitions. Comprendre les droits sexuels et la santé reproductive. Le sigle DSSR combine droits et santé sexuelle et reproductive. Les droits sexuels font référence aux droits d'une personne à l'information et à l'éducation sexuelle, à la vie privée et à la confidentialité s'agissant de sa vie sexuelle, à la prise de décision autonome sur sa vie sexuelle et à l'absence de violence dans les pratiques de la sexualité. Les droits reproductifs couvrent l'accès à la santé maternelle et néonatale, le droit à la prise de décision sur la reproduction, notamment la planification familiale ou l'interruption de grossesse libre, légale et sécurisée. Les 2 catégories de droits sont liées. Quand on parle de la santé sexuelle, on fait référence à un état de santé de bien-être physique, émotionnel, mental et associé à la sexualité. La santé reproductive est un état de bien-être physique, mental et social dans tous les aspects liés au système reproductif, à ses fonctions et à ses processus. La santé reproductive n'est pas seulement l'absence de maladies sexuellement transmissibles ou d'infirmités ou d'anomalies. La santé sexuelle ne se limite pas non plus aux aspects sanitaires. Sans droits sexuels et reproductifs, il ne peut y avoir de bonne santé sexuelle et reproductive. Les droits sexuels et reproductifs interrogent 2 points essentiels. D'abord, le lien entre sexualité et procréation. La sexualité ne sert pas qu'à se reproduire. Mais aussi le lien entre bien-être et maladie. On peut ne pas être malade et pour autant ne pas ressentir de bien-être. Continuons et décortiquons un peu le contenu des droits. Quand on parle des droits reproductifs, on inclut la procréation sans risque, tout ce qui concerne le suivi médical avant, pendant, après la grossesse, la santé de la mère et de l'enfant, et tout ce qui concerne la planification familiale. On parle aussi de la prévention et du traitement des maladies, de l'appareil génital en particulier, les cancers par exemple, col de l'utérus, du sein, de la prostate ou des testicules pour les hommes, les fistules, les endométrioses, les autres maladies gynécologiques. Évidemment, tout ce qui concerne également les maladies sexuellement transmissibles, IST, donc VIH y compris. Les droits reproductifs sont de plus en plus consensuels parce qu'ils sont liés à la biologie, au sexe, au corps féminin-masculin. Répondre aux besoins des hommes et des femmes pour atteindre ces droits demande des moyens, mais n'exige pas forcément, nécessairement, de transformation des rapports et des rôles de genre. En analyse de genre, on parle donc de répondre à des besoins pratiques que nous avons définis d'ailleurs dans le module 5. Les droits sexuels, eux, revendiquent l'autonomie, l'autodétermination, c'est-à-dire la liberté pour une personne de prendre ses propres décisions sur sa vie reproductive, par exemple avoir ou pas des enfants, sur sa vie sexuelle aussi, son désir et son plaisir. On parle également de la lutte et la prévention, la protection contre les violences culturelles néfastes, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, qui impactent évidemment la santé sexuelle et reproductive.
Les violences institutionnelles également sont comprises lorsqu'il s'agit de violences, par exemple, commises dans le cadre de la profession médicale. Dans les droits sexuels, on évoque aussi les biais de genre en santé sexuelle et reproductive. On sait par exemple que les maladies de femmes comme l'endométriose ont tendance à être sous-diagnostiquées. La douleur des femmes pendant l'accouchement, par exemple, a tendance également à être sous-évaluée, ce qui fait que parfois on va refuser à une femme une péridurale pendant l'accouchement sous prétexte que c'est un peu normal d'avoir mal. Dans la catégorie des droits sexuels, on évoque aussi l'absence de discrimination, le fait de pouvoir être soigné, de vivre une vie sexuelle et reproductive sans discrimination basée sur le sexe, sur l'âge, l'ethnicité, les revenus, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais aussi le statut, par exemple, selon qu'on est une femme mariée ou non mariée, une personne en situation de migration, déplacée, ou une personne en situation de prostitution. À cheval entre les droits reproductifs et les droits sexuels, on va pouvoir évoquer le droit à l'information, à l'éducation et à la participation à toutes les décisions qui affectent la vie sexuelle et la santé reproductive, y compris au niveau des politiques et des programmes qui les concernent. Les droits sexuels sont plus conflictuels que les droits reproductifs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils concernent le contrôle du corps des femmes. C'est le premier champ de bataille généralement quand on est dans la domination masculine. Donc travailler sur les droits sexuels implique forcément d'interroger les stéréotypes de genre, les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, mais aussi entre, par exemple, les patients et des professionnels. Et on évoque évidemment l'émancipation sexuelle des femmes. En analyse de genre, pour répondre à ces rapports de genre plus conflictuels, on va pouvoir répondre à ce qu'on va appeler des intérêts stratégiques de genre que nous avons définis dans le module 5. Alors regardons un peu maintenant quels sont les enjeux et les défis des droits sexuels, de la santé sexuelle et reproductive au prisme du genre. Les droits sexuels et la santé sexuelle et reproductive sont traversés par des défis différents pour les femmes, les filles et les hommes, les garçons, en raison de réalités biologiques, mais surtout de socialisation du genre. Alors pour les femmes et pour les filles, en termes de biologie, on peut évoquer le fait que les DSSR traversent le cycle de vie reproductif, des menstrues à la ménopause. Ils sont concentrés sur la reproduction, la maternité, la grossesse, les accouchements, les fausses couches, l'infertilité et la planification familiale. Ils incluent également donc la prévention et le traitement des pathologies de l'appareil reproducteur, cancer de l'utérus, du sein, les fistules, les infections, l'endométriose, etc. L'impact du genre, au-delà de la biologie, se traduit par une série de stéréotypes, de contraintes, d'interdits, de tabous qui entravent l'accès aux droits. Par exemple, l'autonomie corporelle. Dans certaines cultures, on décourage les femmes, les filles à prendre des décisions autonomes concernant leur vie sexuelle et leur santé reproductive. Des stéréotypes sur la sexualité féminine, lorsque les femmes sont jugées trop jeunes, si elles cherchent des contraceptifs ou des informations sur la sexualité, la virginité des femmes qui est également hautement valorisée, la fertilité, la valeur d'une femme est souvent liée à son ventre, à sa capacité à procréer, ce qui peut entraîner une pression pour avoir des enfants et une réticence également à utiliser des méthodes contraceptives. Les rôles parentaux, les femmes sont souvent trop occupées par les responsabilités familiales pour se concentrer sur leur propre santé. Les traditions, reconnues comme violences, notamment celles qui sont liées aux pratiques traditionnelles, néfastes, comme les mutilations génitales, les mariages précoces, etc., qui seront abordées dans le prochain module. Et puis on a également les pratiques professionnelles qui peuvent être violentes dans le cadre des soins gynécologiques et obstétricaux, par exemple des gestes médicaux non consentis ou pratiqués avec brutalité, une procédure qui va être réalisée sans informer la patiente ni obtenir son accord, par exemple une épisiotomie lors d'un accouchement, des remarques déplacées, humiliantes ou culpabilisantes sur le corps ou les choix reproductifs. Les droits et la santé sexuelle et reproductive sont souvent perçus comme étant principalement liés aux femmes et aux filles. Mais, bien entendu, il y a aussi des enjeux de droits sexuels et reproductifs qui sont liés aux hommes et aux garçons. Donc, pour eux aussi, il y a des enjeux liés à la biologie,
évidemment les cancers masculins, de la prostate, testiculaire, du sein aussi, l'impuissance, l'infertilité, les infections sexuellement transmissibles, y compris donc le VIH, le sida, et puis aussi le pendant de la ménopause, l'andropause. Mais il y a aussi évidemment des stéréotypes, des contraintes et des interdits et des tabous qui sont liés au genre, au-delà de la biologie. La santé mentale et le bien-être sexuel sont affectés par la pression sur la virilité, la fertilité et la performance sexuelle. La masculinité toxique, on le sait, entraîne à la fois un manque de confiance, des conduites à risque, aussi, quand il y a trop de confiance. Donc, manque de confiance, mais aussi trop de confiance. On peut mentionner ici des pratiques dont on entend de plus en plus parler, comme les tontines sexuelles qui se propagent parmi les étudiants, notamment au Mali. On peut évoquer aussi la dissuasion des hommes à chercher des soins de santé sexuelle, puisque cela est vu comme une faiblesse, et cela affecte évidemment la prévention des risques. Les hommes résistent à utiliser des préservatifs ou à consulter pour des IST et à s'informer aussi sur des pratiques sexuelles sûres. En raison du partage genré des responsabilités et de la parentalité, les hommes sont moins sensibilisés et concernés par l'éducation sexuelle, enfin, se sentent moins concernés par l'éducation sexuelle, la compréhension de leur propre sexualité, les questions de consentement, ils sont moins impliqués dans la contraception et aussi dans la parentalité conjointe. Et comme les DSSR sont surtout conçus à destination des femmes et des filles, il y a un vrai manque d'informations et de services pour les hommes et les garçons. Certains groupes, hommes ou femmes, ont leur accès aux droits sexuels et reproductifs et à la santé reproductive entravé de manière disproportionnelle, les personnes plus jeunes ou les personnes plus vieilles, les personnes non mariées, notamment les femmes non mariées, les personnes en situation de handicap, puisque l'on sait qu'il y a dans certains pays une stérilisation qui a pu avoir lieu, imposée aux femmes en situation de handicap sans leur consentement, des infrastructures et des services qui sont souvent non adaptés aux personnes à mobilité réduite, par exemple, pas de rampe pour accéder, pas de texte ou pas de service en braille pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, pas d'usage de la langue des signes, etc. Les personnes en situation de prostitution, très souvent, sont frappées d'un grand nombre de stéréotypes qui entravent un refus ou en tout cas un accès à une moindre qualité de soins. Les filles, les femmes, mais aussi les garçons, les hommes, avec des orientations sexuelles et des identités de genre jugées non conformes à la norme hétérosexuelle. Les personnes aussi affectées par des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH et le sida, qui sont souvent frappés de stigmatisation et de discrimination. Heureusement, bien entendu, certains droits progressent. Par exemple, entre 2000 et 2020, le taux de mortalité maternelle a chuté d'environ 34% dans le monde, mais le chemin est encore long. En 2024, 61% des femmes en âge de procréer vivent encore dans des pays où la législation sur l'avortement, par exemple, est restrictive et où les avortements non sécurisés entraînent 39 000 décès annuels. Les inégalités de genre dans la santé sexuelle et reproductive coûtent cher. On sait par exemple qu'ils entraînent 176 milliards de dollars de coûts à l'économie mondiale en raison de la perte de capital humain. On sait aussi que chaque dollar investi dans la planification familiale, par exemple, permet d'économiser jusqu'à 3 dollars en coûts liés aux soins maternels et néonataux. On a des études qui montrent que chaque dollar investi dans la planification familiale peut générer jusqu'à 8 dollars en bénéfices économiques en raison de l'amélioration de la santé, de la productivité et de la croissance économique. Un point très important concerne le respect des engagements sur la mise en œuvre des droits sexuels et reproductifs. C'est un enjeu bien évidemment à la fois politique et opérationnel. Alors on peut faire un rappel très rapidement de DSSR qui sont reconnus par divers instruments internationaux, évidemment le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement en 1994, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes de 1979 et le protocole de Maputo qui l'accompagne pour l'Afrique, évidemment la déclaration de la plateforme d'action de Pékin de 1995 et les objectifs de développement durable de 2015. Au niveau des objectifs de développement durable, on peut rappeler bien évidemment l'objectif
3, avec une cible 3.7 sur l'accès universel aux services de santé sexuelle et procréative et l'intégration de la santé procréative dans les stratégies et les programmes nationaux, et concernant l'objectif 5, l'égalité entre les sexes, notamment l'accès universel à la santé sexuelle et procréative et les droits en matière de procréation. N'oublions pas bien évidemment la déclaration des mères francophones en faveur de l'égalité femmes-hommes et des droits de santé sexuelle et reproductive, qui a été signée au Congrès de 2021. L'enjeu, bien évidemment, est de faire en sorte que les enjeux internationaux et les engagements internationaux se déclinent en politique nationale de santé et se déclinent ensuite en politique locale de santé. Regardons quelques bonnes pratiques maintenant, issues notamment d'appuis portés par l'Association internationale des mères francophones dans différents pays adhérents. On sait que la santé est une responsabilité régalienne de l'État à travers des politiques publiques, mais bien évidemment, les collectivités locales sont en première ligne pour agir en développant des stratégies locales de santé au-delà d'actions ponctuelles. La santé est une responsabilité régalienne de l'État à travers des politiques publiques, mais évidemment les collectivités locales ont une grande responsabilité pour ce qui est de développer des stratégies locales de santé au-delà d'actions ponctuelles. Et bien évidemment que dans cette perspective, poser le diagnostic est essentiel pour collecter des données auprès de différentes sources qualitatives, quantitatives, auprès de données récupérées auprès des hôpitaux, auprès d'associations, qui vont pouvoir aider à poser une sorte de cartographie des acteurs, des actrices, des services et des thématiques. Les besoins et la satisfaction des usagers et des usagères va pouvoir être comparée à l'offre qui en est faite. Le diagnostic va pouvoir nous aider à poser des enjeux, quelles sont les disparités, quelles sont les discriminations, quelles sont les violences et quels sont donc les besoins en termes à la fois de besoins pratiques et d'intérêts stratégiques. Dans la stratégie, il va falloir regarder à partir du diagnostic quels objectifs peuvent être formulés, cohérents avec la politique nationale, cohérents avec les enjeux, les engagements internationaux, mais évidemment aussi cohérents avec le diagnostic local. On va pouvoir s'appuyer, mais aussi créer des cadres de concertation multi-acteurs qui vont nous aider donc à décliner la stratégie en projets et en actions localisées. Dans cette dynamique, développer des budgets sensibles au genre va pouvoir faire partie de la stratégie de financement. On va vraiment regarder quels moyens sont attribués à quelles actions, notamment quels moyens sont attribués à lutter pour répondre aux besoins pratiques, mais aussi peut-être pour répondre, certainement pour répondre aux intérêts stratégiques. Il va falloir bien évidemment aussi dans la stratégie développer un cadre de suivi et d'indicateurs pour voir comment évoluent les enjeux à travers les actions mises en place. Une fois la stratégie développée, on va pouvoir donc la décliner sur le terrain en projets et en actions opérationnelles qui vont pouvoir prendre des formes diverses selon qu'elles vont répondre aux besoins pratiques ou aux intérêts stratégiques et selon évidemment les partenaires avec lesquels on va pouvoir s'associer. Mais on peut imaginer par exemple des programmes de sensibilisation à la vie sexuelle et affective pour des élèves, pour du personnel de santé aussi, pour du personnel enseignant au niveau des écoles primaires selon les compétences de la municipalité, des formations aux droits sexuels, à la santé reproductive pour des agents de santé aussi, des associations. Mais ça peut aussi évidemment, des projets peuvent aussi évidemment inclure le développement d'infrastructures, par exemple la Maison des femmes sur les questions de santé, sur les questions néonatales, mais aussi évidemment sur les questions de violence. Et on peut aussi imaginer de mener au niveau d'une municipalité des campagnes, par exemple, sur la masculinité positive ou la coparentalité. Regardons justement quelques exemples de bonnes pratiques développés par l'AIMF qui vont nous montrer comment la démarche participative permet
d'aller du constat à l'analyse et évidemment à la construction avec les parties prenantes. Donc, projet soutenu par l'AIMF, donc à Abidjan par exemple, un projet de sensibilisation a été mené dans les lycées sur le thème « La meilleure contraception, c'est toujours celle que l'on choisit » et ce n'est pas qu'une affaire de filles ou de femmes. Avec des stands d'information, des micro-trottoirs et aussi la distribution de différents gadgets, de t-shirts, de sensibilisation, des émissions débats également à la radio. À Bobo-Dioulasso, un projet a été de diffuser des films et d'organiser des débats de sensibilisation avec jeunes hommes et jeunes filles, mais aussi le grand public d'adultes sur les questions de contraception. Un autre exemple, à Antananarivo, où la mairie a mené un projet de renforcement de la planification familiale et mené des opérations de sensibilisation dans les centres de santé municipaux, des interviews radio, à la télé aussi, publi-reportages, et a aussi intégré des actions dans son propre budget. Donc ça, c'est évidemment très important pour la durabilité. Au Bénin aussi, il y a eu des formations, des campagnes, notamment sur la planification familiale, et il y a eu aussi la création de centres d'écoute de jeunes. À Gitega, au Burundi, on peut parler du programme qui a permis de développer donc un programme pilote qui a associé les habitants et les prestataires de santé, bénéficié à des habitants et des prestataires de santé qui ont été sensibilisés et informés sur les enjeux de la planification familiale, de la santé sexuelle et reproductive, santé maternelle et infantile également. 600 femmes ont pu avoir accès au dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus, pendant la durée de la femme pilote. Autre exemple au Rwanda, dans le district de Rubavu, où l'AIMF a accompagné une politique de santé publique avec la construction et la rénovation de postes de santé qui offrent des services de médecine générale et aussi de planification familiale, la construction de 2 maternités. Et puis enfin au Togo, l'Union des communes du Togo a organisé des émissions spéciales radio diffusées dans chacune des communes partenaires sur un projet de promotion et de planification familiale pour informer sur la contraception et débattre avec les auditeurs. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir aller au-delà de la question biologique pour aller vers des droits à la santé sexuelle et reproductive qui embarquent sur la question du genre et pas uniquement sur la question du sexe. Donc, des bonnes pratiques sont d'aller sur des programmes aussi qui attaquent des sujets nouveaux et puis qui déconstruisent un certain nombre de stéréotypes en ouvrant un dialogue sur des nouveaux chantiers. On peut parler par exemple de chantiers sur la déconstruction des tabous autour des menstruations. On a déjà évoqué l'endométriose, mais on pourrait aussi parler de la précarité menstruelle. On peut aussi évoquer par exemple les opportunités économiques qui peuvent être développées autour de la fabrication de serviettes hygiéniques. On peut aussi imaginer des programmes et des projets qui déconstruisent des stéréotypes sur la vie affective et sexuelle, l'intimité des personnes en situation de handicap, ou bien aussi sur le respect des minorités de genre et des sexualités multiples. On peut aussi imaginer des programmes, des projets, des actions pour commencer à mettre en avant ce qu'on appelle donc les violences obstétricales et qui touchent énormément de femmes, pas simplement pendant l'accouchement, mais aussi lors de visites à l'hôpital quand il s'agit de santé sexuelle et reproductive. Donc là, on peut parler de chantiers qui sont plus genre que sexe, donc plus axés sur le social que sur le biologique. Alors, que faut-il retenir de ce module ? Eh bien, on retiendra que les droits à la santé sexuelle et reproductive renvoient à un triple enjeu, un enjeu de droits humains et de liberté individuelle, d'égalité de genre et de développement durable des sociétés, mais aussi évidemment que c'est un enjeu de santé publique. Et donc, se rappeler que les droits sexuels et la santé reproductive font appel à une diversité de corps. On va travailler avec
les corps sexués, mais aussi les corps genrés, et puis évidemment tout ce qui est le corps social et le corps normé. Il faut, avec les programmes touchant à ces sujets-là, aller au-delà de l'accès aux services pour vraiment rentrer dans le contrôle, la question du contrôle du corps, des corps et de la sexualité des femmes. On ne peut travailler hors d'une approche participative et multiniveau, où on va travailler à la fois sur les lois, les politiques, les programmes et les projets, alors évidemment ajustés à ce qui est de la compétence de la municipalité, mais même lorsque l'on travaille uniquement au niveau local, on ne peut pas évidemment travailler sans se raccrocher au niveau de la loi et au niveau des politiques nationales. Enfin, que dans les programmes de santé sexuelle et de droits reproductifs, il faut évidemment pouvoir toujours penser à combiner à la fois ce qui est de l'ordre de la prévention, de la prise en charge et de l'atténuation des risques. On ne peut pas faire que de la prévention ou que de l'atténuation. Il faut vraiment pouvoir combiner ces trois niveaux d'intervention. Et puis enfin, que la meilleure bonne pratique, c'est certainement celle qui consiste à rappeler toujours qu'on ne peut pas travailler sans un diagnostic, que ce diagnostic doit être participatif, doit être communautaire et qu'il doit mener vers des actions et des évaluations qui vont se faire avec les femmes et les hommes dans une logique d'intersectionnalité où on va aussi, même si c'est compliqué dans certains contextes, de plus en plus peut-être être amené à reconnaître les droits sexuels et reproductifs des minorités de genre. Nous avons terminé avec ce module. Rendez-vous sur la plateforme de l'AIMF pour faire le quiz, pour consulter les ressources, et puis rendez-vous surtout dans le module 10, Agir contre les violences faites aux femmes. Je me nomme Adam Abdoumoumouni, je suis coordonnateur national du projet de promotion de la planification familiale dans les communes du Togo. C'est un projet qui s'est exécuté de 2019 à 2023. Et il faut rappeler qu'au niveau du Togo, à l'époque, c'était l'association fêtière qui est l'Union des communes du Togo qui avait ce projet avec l'appui de l'AMF et la fondation Bill Melinda Gates. J'avoue que ce projet a été vraiment un intérêt capital parce que à son démarrage, nous avons vu un portage politique des municipalités. Comme à l'époque, nous avons 21 communes, le projet était pilote, donc c'était 5 communes qui étaient bénéficiaires. Et il faut avouer que jusqu'à la fin de ce projet, nous avons vu sensiblement les budgets de ces communes-là augmenter parce que à l'époque, certains ne planifiaient pas la question de la planification familiale dans leur budget, mais avec ce projet, nous avons vu que toutes ces communes avaient intégré la ligne budgétaire dans leur budget. Donc, du coup, ce qui était intéressant sur ce projet, c'est que, c'est vrai, à la fin du projet, nous avons fait une capitalisation et nous avons rendu compte qu'aujourd'hui, bien que le projet est fini, la plupart de ces mairies ont toujours gardé le cap et les sensibilisations continuent. J'avoue qu'après ce projet, nous avons eu un second projet qui traite beaucoup plus sur les violences basées sur le genre. Mais souvent, quand nous passons aux sensibilisations, nous avons compris qu'il y a toujours des passerelles entre ce qui est lié à la planification familiale et la violence basée sur le genre. Donc, c'est des aspects qui sont vraiment mal liés et ça fait que c'est beaucoup plus les résultats de l'ancien projet de promotion qui a permis aujourd'hui d'avoir encore un ancrage dans la plupart des communes pour que le projet sur la VBG puisse vraiment connaître aussi un succès. Donc, à cette étape, j'ai dit que vraiment, aujourd'hui, s'il faut vraiment dire que qu'est-ce qui a bougé sur ce projet, il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart, au-delà de ces 5 communes, il y avait une étude, on avait fait une tournée dans la plupart des 117 communes en 2019, quand les communes étaient créées. Ben, sur les 117, il y a eu plus de 80 et quelques communes qui avaient pris des engagements par rapport à l'intégration de la ligne sur la lutte pour la promotion de la planification familiale. Donc, j'avoue que ça a été vraiment un succès. Et aujourd'hui, nous continuons toujours les sensibilisations pour que vraiment, dans les communes, les jeunes filles et les garçons puissent avoir des outils pour que cela puisse être vraiment des droits humains. Dans un premier temps, il faut montrer que le droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est un droit universel. Donc, je crois que
Maintenant, c'est de sensibiliser vraiment les deux, que ce soit le jeune garçon et de la jeune fille, comment vraiment connaître déjà même son corps. Ça, c'était un premier camp. Et aller maintenant dans l'aspect hygiène menstruelle. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous prenez les jeunes filles, surtout au collège, cette hygiène les manquait. Elles savent que souvent, c'est des aspects qui sont des tabous. À la maison, les parents n'en parlaient pas. Et les enfants découvrent ça dans les documents, dans les livres. Elles n'arrivent même pas à le gérer. Donc, ce projet, nous avons pu quand même aller vraiment dans la sensibilisation pour que les jeunes filles et les garçons puissent déjà maîtriser déjà des deux aspects, que ce soit l'appareil génital au niveau de la femme, comment ça se fait au niveau de l'homme aussi. Maintenant, ce que nous avons pu regretter ces derniers temps, c'est que, après que le projet est fini, les acquis restent, mais il y a encore le phénomène qui est toujours là. Et on s'est dit qu'il faut que vraiment les mères puissent vraiment se positionner parce que tout récemment, la semaine passée, nous avons eu un cas de grossesse en milieu scolaire dans une région où on a dénombré près de 43 cas. Et dans la mesure, dans les mesures prises par l'État, c'est que les jeunes garçons ont été exclus pour un an pour avoir grossi les jeunes filles au niveau de leur corps. Donc aujourd'hui, c'est le débat vraiment au Togo. Les gens sont levés pour voir est-ce qu'il faut repenser comment éduquer autrement pour qu'on n'ait pas ces lieux, qu'on n'ait pas ces cas, que d'attendre dès que les cas se produisent, qu'on puisse exclure on peut exclure un partenaire. Donc, je crois que c'est vraiment un débat qui fait tâche au niveau du Togo et nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'éviter aussi les maires à repenser comment éduquer vraiment, surtout au niveau des élèves, parce que c'est une compétence propre aux communes, comment vraiment accentuer les sensibilisations pour que le jeune garçon et la jeune fille puissent vraiment maîtriser ces canaux de sensibilisation pour qu'on puisse vraiment en arriver à ces genres de situations. Donc voilà comment je peux revenir sur ce que nous avons eu par le passé et aujourd'hui, comment le débat est revenu sur la scène politique. Beaucoup plus ce que la mairie planifie dans son budget, c'est beaucoup plus les actions de sensibilisation et appuyer certaines organisations de la société civile au niveau local pour aller véritablement dans la sensibilisation. Maintenant, achat des préservatifs, je crois qu'on n'est pas arrivé là, mais je crois qu'il y a des structures, par exemple, quand vous prenez une FPA qui déjà, avec les achats de produits contraceptifs, ils mettent à disposition. Mais beaucoup plus, je crois que ça se fait dans des communes, mais pas vraiment les mairies. C'est des associations au niveau local et au niveau national qui font ce travail. Maintenant, peut-être c'est de travailler pour que, dans les budgets des mairies, pour que vraiment une enveloppe puisse aller dans ce sens. Parce que les jeunes, comme vous le dites, beaucoup de jeunes, peut-être, ils ont envie, mais les besoins restent non satisfaits. Ils n'ont pas vraiment de l'argent Exactement. pour en acheter. Voilà. Je suis Moussa Kafando, de la commune de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Euh, je voudrais donc partager également l'expérience donc de la ville de Bobo-Dioulasso. Euh, à l'instar donc du Togo, Bobo-Dioulasso également a déjà participé donc à la mise en œuvre donc, du programme, comme c'est ressorti également donc dans la présentation donc, du module. Mais contrairement donc au Togo, au niveau des voies du lasso, il y a eu à la fois la prévention et la prise en charge. Parce que la mise en œuvre donc, de nos activités a permis donc la, la, la création donc d'un centre jeune donc, qui permet aujourd'hui donc de continuer donc à mettre les produits donc à la disposition des jeunes, à savoir les préservatifs, mais également à les orienter donc vers les formations sanitaires. Parce qu'au fait, pendant la mise en œuvre du projet, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que l'un des points faibles donc, dans le domaine était que les jeunes, au fait, n'étaient pas disponibles, n'étaient pas, n'étaient pas disposés donc à rencontrer donc soit les parents, soit les oncles, soit les voisins donc dans les mêmes formations sanitaires. Donc, ce qui nous a permis donc la création donc de ce point donc à destination des jeunes à l'intérieur donc d'une maison de jeunes donc qui est leur cadre spécifique à eux, donc ce qui leur permet donc de pouvoir fréquenter
facilement et de poursuivre donc la prise en charge. Donc, c'est une expérience qui marche très bien. Et au niveau de la ville, donc, nous avons une ligne budgétaire qui est dédiée carrément donc, à la santé sexuelle et reproductive donc, des jeunes et qui permet également donc, de continuer donc, à alimenter, mais également à alimenter donc, les, les centres donc, en produits. Mais également, donc, il faut souligner qu'au niveau du Burkina, même de façon générale, et actuellement, donc, il y a la gratuité également donc, des produits donc, au niveau de l'État. C'est vrai qu'on avait dévancé l'État, mais aujourd'hui, donc, l'État burkinabé donc, arrive à travers le ministère de la Santé donc, à mettre gratuitement donc, des produits à la disposition donc, des femmes et des jeunes donc, au niveau donc, de l'ensemble des formations sanitaires. Donc, mais également à notre niveau aussi, donc, nous continuons donc à accentuer donc, les actions de sensibilisation avec les journées donc, spéciales donc, qui sont organisées souvent donc, pour mobiliser donc, des nouveaux utilisateurs et des nouvelles utilisatrices, donc, qui permet également donc, de continuer donc, à augmenter donc, le nombre de taux de fréquentation donc, au niveau donc, de notre centre. Il faut dire qu'il n'y a pas eu un programme spécifique par rapport aux personnes vivant avec un handicap. Parce qu'on l'a, pour nous, au fait, si on est jeune, donc on est classé toujours parmi le lot jeune. Mais également, si on est adulte, donc on est pris en compte donc, dans le volet donc, adulte. Donc, on n'a pas pris les personnes vivant avec un handicap voilà, en tant que cible spécifique, non. Maintenant, bon, pour ce qui concerne donc la question des tontines, oui, au fait, à Bobo, il y a des associations de femmes qui existent de façon spécifique pour femmes. Et même donc au niveau du comité de pilotage même que nous avons mis en place, donc les associations féminines donc, sont représentées. Mais il ne s'agit pas des tontines, mais c'est des associations qui réunissent des groupes de femmes donc, qui permettent également donc, de servir souvent des relais de transmission pour soit transmettre l'information, soit pour orienter également les femmes. Donc, voilà un peu donc, la démarche donc, que nous avons adoptée. Et moi, c'est Madame Mawate Alimata Manzameso. Je suis conseillère municipale dans la commune de Koza 1 au Togo. Je voudrais juste témoigner aussi par rapport aux activités concernant le genre et la sexualité. Et je voudrais emboîter les pas de Monsieur Adam, qui est notre coordonnateur au niveau national, qui, à travers le projet de 2019, a permis, en tout cas, COSA 1 faisait partie déjà de ce projet. Et à travers les formations des rencontres, ça nous a permis de voir clairement comment nous prendre au niveau communal dans nos localités. Et je crois qu'à travers ce projet, actuellement, notre commune déjà, avec ce projet, a déjà prévu des lignes. Et chaque année, nous avons des lignes concernant cette thématique dans notre commune. Et cette ligne chez nous, vu le budget, la constance du budget, nous, c'est faire des sensibilisations et appuyer certaines ESC qui interviennent dans le domaine de prévention des grossesses en milieu scolaire et les violences basées sur le genre. Et dans notre commune, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous sommes en collaboration étroite avec ces ESC-là, surtout ATBF et d'autres encore qui interviennent dans ce domaine. Donc, nous travaillons ensemble et comme nous avons la même vision, nous nous sommes dit, au départ, comme l'a dit M. Adam, et chacun faisait de son côté. Mais on s'est dit, il faudrait mettre des comités. Sur le plan pénal, nous avons mis un comité multisectoriel qui regroupe tous les acteurs. Les acteurs, je parlais de la justice, je parlais de la police, je parle de la santé, de l'éducation, de la mairie. Donc, tous ces acteurs-là qui interviennent dans ce domaine-là, pour qu'on puisse mieux réfléchir. Nous réunissons une fois par trimestre. Et s'il n'y a pas un cas, nous réunissons une fois par trimestre, faire le bilan et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et au-delà de ça aussi, nous avons aussi mis des comités scolaires
au niveau des établissements scolaires. Vous savez qu'entre les pères, entre eux, les enfants, ils communiquent mieux. Au-delà de sensibilisation que nous faisons, ils se sensibilisent entre eux. Et au-delà aussi de l'école, nous avons mis aussi des comités communautaires dans les villages et dans les localités pour amener les parents à couper. Vous savez qu'entre-temps, chez nous, la sexualité, c'est tabou. Et maintenant, former ces comités-là, à savoir que maintenant, ce n'est plus tabou, mais plutôt nous devons discuter avec nos enfants. D'abord, les comités communautaires, les parents même doivent savoir ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que les causes des grossesses familiales précoces, ce que c'est que les conséquences. Les parents doivent être en mesure de s'approprier de tous ces termes-là avant de sensibiliser leur père et après d'aller maintenant vers les enfants aussi de temps en temps pour leur parler depuis la maison. Vous savez que l'éducation même commence depuis la maison et donc depuis la maison jusqu'à l'école. Donc voilà, et souvent les cas, la prise en charge des cas, s'il y a des cas rapidement au niveau du cadre multisectoriel, on interpelle si c'est la santé, on interpelle la santé, si c'est les actions sociales, on les interpelle rapidement. Et maintenant, si c'est la prise en charge vraiment pour trouver, comme vous l'avez dit, et donner peut-être des choses aux enfants, nous avons aussi ATBF et nous nous appuyons sur ATBF qui nous aide aussi de temps en temps pour pouvoir prendre en charge ces enfants ou ces enfants, ces filles qui sont violées ou qui sont tombées grosses, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux apporter par rapport aux actions que nous menons. Maintenant, nous sommes en train de sensibiliser aussi les jeunes pour les sensibilisations. Tantôt, on les prend ensemble. Tantôt, on prend seulement que les filles pour leur parler des premières règles, comment faire l'hygiène de ces règles qui arrivent et quelles sont les serviettes utilisées, etc. Et donc, ça dépend et nous le faisons peut-être ensemble, après individuellement, par fille et après garçon, etc. etc. Si le discours évolue chez nous, parce que nous avons cru savoir que même quelle que soit notre interdiction, si les enfants veulent faire, ils vont le faire. Parce que le monde évolue et nous ne les bloquons pas. Nous avons les réseaux sociaux qui sont là, nous avons tout. Et donc, plutôt nous les accompagnons à mieux comprendre que nous avons évolué, mais au-delà de leurs décisions, ils n'ont qu'à voir ce que leur objectif est dans le futur. Moi, en tant que femme, jeune fille, je suis à l'école. Au-delà de la sexualité, au-delà de tout, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Donc, voilà comment nous les amenons à mieux comprendre. Mais comme il y a plusieurs âges, nous avons les tout petites où nous leur disons aussi qu'au-delà de tout, elles sont enfants. Et voilà là où il faut aussi amener. Donc, nous avons plusieurs réflexions à amener selon les âges. Mais la plupart, nous évoluons parce que l'interdiction, ça ne nous amène nulle part. Plutôt, ça gâte beaucoup de choses. Donc, nous évoluons peu à peu avec ces jeunes filles-là. Donc, et en ce qui concerne les formations aux filles et aux femmes, AERAPRO, notre association, va souvent dans les écoles, dans les collèges, pour sensibiliser les jeunes filles. Dernièrement, comme c'était Octobre Rose, on a fait les écoles, les lycées, et puis les filles étaient tellement intéressées, comme on leur montrait comment se tenir, comment faire le palpable des seins pour pouvoir diagnostiquer s'il y a quelque chose ou pas. Donc, ça s'est tellement bien passé qu'on a eu beaucoup de questions. Je pourrais même vous envoyer des photos aussi. On a eu beaucoup de questions et c'est comme ça qu'on sensibilise les femmes. Et on avait aussi dit aux hommes que vous pouvez aussi, les hommes mariés, vous pouvez aussi aider vos femmes à palper leur sein. Donc, on essaie de travailler avec les femmes et les hommes au même pied d'égalité.